force. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on en est à ce point? Alors, c'est pas... Il y a plusieurs choses sur ce sujet-là. D'abord, on parle toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français. Je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français. Et ils rejettent la politique française. Mais moi, je suis française, je vis en Afrique, tout se passe bien, tous mes amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc il y a absolument aucun racisme anti-blanc, enfin toutes ces bêtises-là, ça c'est faux. Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas ça, non? Ouais. Non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophone que je connais, parce que l'Afrique c'est 55 pays, je connais pas tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, où je me rends, il n'y a absolument pas ça. Alors, où est le problème? Alors, le problème, c'est des strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française avec, souvenez-vous, l'assassinat de Kadhafi. On oublie, on oublie que au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis, Côte d'Ivoire 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo dans son bunker qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc, déjà, depuis 2011, ça montait. Il y a eu toutes les réflexions, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ou même Hollande, les 2 poids, 2 mesures, les doubles standards, etc. Et puis, il y a la France qui... devenu atlantiste avec son retour dans le commandement intégré de l'OTAN, Sarkozy, oui. depuis Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Donc c'est des strates qui se sont empilées, accumulées, et puis Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce terreau-là, sur ce fond-là. Et on lui dit, parce qu'à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique préviennent le rejet de la politique, ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française est très fort, faites attention, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la grande France, qui n'est déjà plus là. Et il réalise pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leurs partenaires. Donc ça va monter. Ouais. Alors on va en parler, mais juste je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination, son élection, il vient où dans quelle occasion? Alors, quelques jours. C'est 5 jours, 5 jours après son investiture, il arrive à Gao. Donc, au Mali. Donc, il arrive au Mali. Pardon. Il arrive au Mali et il arrive directement dans la plus grande base française de l'armée française au Mali et à Gao. Et il arrive sans passer par la capitale. Il va pas voir le président du Mali d'abord. Il va pas saluer Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est la première polémique en Afrique de son quinquennat. C'est 5 jours après son investiture. Parce qu'en Afrique, on respecte les ancêtres. Donc, il n'avait pas à arriver dans la base de l'armée française comme si c'était un département français. Il fallait respecter la souveraineté de cet État. Et puis, il faut pas oublier que quand il arrive en 2017, l'armée française est sur place depuis 2013 et la situation n'a fait que se dégrader. Donc les Maliens commencent à être tendus et commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ces Français qui sont là et qui n'arrivent pas à ramener et à pacifier le pays. Donc il arrive dans une situation qui est déjà pas facile. Et il va pas saluer le président Ibrahim Boubacar Keïta, et il va avec Le Drian et puis l'éphémère ministre des Armées, Sylvie Goulard, et il reste 6 heures. 6 heures chrono, hein. Et il repart après 6 heures, c'est ça? Il fait un petit tour d'hélico au-dessus du Niger, il reste 6 heures chrono, et là, il fait un discours extrêmement autoritaire,
où ils Non, ont... je vais tout arranger, je vais tout arranger, je sais, j'ai les clés, je sais comment il faut faire, j'ai la feuille de route, je serai très exigeant avec mes partenaires, avec les partenaires maliens. Et d'ailleurs, le plan Barkhane va rester jusqu'au bout, jusqu'à la pacification. Les soldats français ne partiront que lorsque le dernier djihadiste aura disparu du Mali, ce qui évidemment ne se passera pas, et les soldats français seront obligés de partir, je rappelle quand même, seront obligés de partir du Mali, du Burkina Faso et enfin du Niger. En juillet 2023 dans les conditions terrifiantes que... On va en parler justement, on va en parler. Quelles sont pour vous les erreurs ou les fautes les plus graves, ou en tout cas les plus patentes qu'ont fait les gouvernements français successifs. Il n'y a pas que... Alors, on va peut-être pas reprendre, mais si on reprend... Non, mais depuis 10 ans, enfin. À partir d'Emmanuel Macron, bon, oui. il y a eu une succession de bourdes qui n'auraient pas été si graves, mais... si vous voulez, le fait qu'Emmanuel Macron ne fasse pas la bonne analyse quand il arrive, qu'il continue la même stratégie que François Hollande, donc que la situation sécuritaire s'améliore pas, ça ne permettait pas à la France de décider de manière autoritaire sur tout. Bien sûr. Et donc, le point clé, le point du basculement qui vient après plusieurs étapes, le point clé, le point du basculement, c'est à mon avis la convocation de Pau. C'est-à-dire, on est en novembre 2019. C'est une année noire pour le Sahel, mais vraiment une année noire. Il y a énormément de morts parmi les militaires sahéliens au Mali, au Burkina, au Niger. Les présidents sahéliens de l'époque, encore des présidents francophiles, Marc-Christian Caboret, Ibrahim Boubacar Keïta, il y avait Mamadou Issoufou aussi. Donc, sont dans une situation extrêmement difficile. Ils n'arrivent pas à ramener la sécurité. L'opération militaire française Barkhane n'arrive pas à ramener la sécurité. Là-dessus, il y a le sommet de Sochi en Afrique, en Russie. En Russie, oui. Où tous les présidents sahéliens se rendent et ils commencent à envoyer des messages en disant on a peut-être besoin d'autres partenaires où on peut diversifier nos partenaires, etc. Ils vont tous à Sochi. Et là, Emmanuel Macron voit qu'on est dans un moment un peu délicat. Et comme il fait souvent quand il est mis en difficulté, il répond de manière autoritaire. Donc il est au sommet de l'OTAN et il convoque tous les présidents sahéliens au sommet de Pau. En 2019, ça. Ça, c'est en novembre 2019. D'accord. Il convoque tous les présidents sahéliens au sommet de Pau et la façon dont il les convoque, on appelle ça la convocation de Pau, mais la façon dont on leur demande de venir, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas ni auprès des chefs d'État, ni auprès des populations. Il faut clarifier. Est-ce que vous voulez de la France? Est-ce que vous voulez pas de la France? Il les convoque de manière très autoritaire. Et là, je raconte dans le livre, parce que c'est une anecdote assez marrante, les chefs d'État vont se consulter entre eux et vont décider de ne pas aller, les convoquer à Pau, et vont décider de ne pas aller à Pau. Et de convoquer... Tous. Et de convoquer un sommet à Niamey pour le 15 décembre. C'était le sommet initialement prévu le 16 décembre. De tous se rencontrer à Niamey le 15 décembre. Et de façon à ce qu'Emmanuel Macron aille tout seul à Pau. Et finalement, il y a un des présidents, c'est le président nigérien, qui balance à Emmanuel Macron ce qui était en train de se tramer. Et immédiatement après, Emmanuel Macron va déplacer le sommet au 13 janvier 2020. Donc, les présidents seront obligés d'aller à Canossa, mais ça, à ce moment-là, est terrible. Et même la convocation de Pau, où Emmanuel Macron se met encore en chef de guerre, alors que là, tout le monde est en difficulté, parce qu'on n'arrive pas à pacifier cette région. Les djihadistes sont de plus en plus nombreux. Les populations vivent de plus en plus difficilement cette situation sécuritaire, et surtout les populations, et à raison, elles se demandent, mais enfin on comprend pas comment l'armée française si puissante avec tout son matériel n'arrive pas à venir à bout. Donc après il y a des théories complotistes qui vont se faire, mais comment ils n'arrivent pas à venir à bout? Donc c'est ça, a été et un à point ce de moment-là, rupture, quoi. Enfin, à ce moment-là, moi je pense,
c'est mon avis, mais je pense que à partir de ce moment-là, c'est fini. Emmanuel Macron a perdu le Sahel et la suite ne sera plus qu'un long chemin de croix pour lui. On va en parler de la suite, effectivement, et non pas de la fin, parce que c'est une suite sans fin. La chose la plus catastrophique, et ça a été le Niger, la plus dramatique. Oui, ça a été le Niger, parce que il faut voir, le Niger, ça arrive après déjà une accumulation d'erreurs. L'armée française a déjà été obligée de quitter le Mali, obligée de quitter le Burkina. Et là, il y a le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Et alors qu'il y avait eu 5 coups d'État auparavant, hein, et que, quels que soient les coups d'État, personne n'avait demandé que le chef d'État déchu soit remis à son poste. On avait entériné les coups d'État, tous les coups d'État étaient passés comme des lettres à la poste. D'accord. Et là, le coup d'État de juillet 2023, la France se cabre et demande que le président Mohamed Bazoum du Niger soit remis à son poste. Et vraiment, on demande que le président... pratiquement. C'est une exigence que le président démocratiquement élu soit remis en place, etc. Ce qui est déjà une bêtise pour une raison, c'est que une fois qu'un coup d'État a 48 heures, c'est extrêmement difficile de remettre un chef d'État sur son fauteuil. Ça, on le sait. Oui. Ensuite, ce qui était très difficile, de cette demande était très difficile, c'est que ce coup d'État a très vite été populaire, a très vite été porté, parce que la France, mais pas que la France, hein, les Européens, etc., souvent, ils racontent des histoires, ils finissent par y croire. C'est la fameuse phrase, vous savez, nous sommes un empire maintenant, nous créerons notre propre réalité. Ça s'appelle la prophétie autoréalisée. Les prophéties autoréalisatrices. Donc, ils avaient déclaré que l'élection de 2021 était une élection démocratique, que Mohamed Bazoum avait été élu démocratiquement, etc. Ouais. Ce qui était faux, et tous les Nigériens le savaient. C'était une passation de pouvoir entre l'ancien président et le nouveau président. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et donc, quand les Nigériens, quand la population nigérienne voit que on se cabre, que la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, met des sanctions, que la France soutient ces sanctions, etc., la population sort pour soutenir la junte. Et là, tout le monde, enfin la CEDEAO et la France vont faire une erreur majeure, c'est de dire si vous ne remettez pas en poste au pouvoir Bazoum, il y aura une intervention militaire. Ils l'ont dit officiellement. Ils l'ont dit officiellement. Et donc, là, il y a une levée de bouclier. Comment vous voulez imaginer une intervention militaire dans un pays qui, depuis 10 ans, est en guerre, où la CEDEAO n'avait jamais rien fait pour les décontrôler. La CEDEAO, rappelons, c'est l'organisation sous-régionale de chefs d'État. Des chefs d'État, oui, africains. Oui. Et donc, comment vous voulez que ce soit accepté dans un des pays qui est le plus pauvre du monde? On leur met des sanctions terrible contre économique, alors que c'est un pays enclavé. Enfin, c'est toute une succession et les populations supportent pas. Donc, elles vont soutenir la junte. Il va y avoir des grands mouvements populaires et à ce moment-là, comme la France, Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes, il veut l'intervention, ça va durer 2 mois. Hein. Et donc, la population sort et la junte au pouvoir va demander le départ des militaires français. Et là, il y aura ces scènes absolument dévastatrices pour la France, où la population va camper devant la base militaire de la France à Niamey, exigeant le départ des forces militaires. Le Niger va demander le départ de l'ambassadeur de France. La France va refuser. Donc on va se retrouver dans une situation absolument inédite où on a nos forces militaires plus un ambassadeur qui sont cloîtrés chacun dans leur base. Dans leur base, oui. Et ça, c'est franchement, c'est du jamais vu. Ça va durer. Emmanuel Macron ne va rien lâcher, mais alors rien lâcher pendant 2 mois. Les manifestations vont continuer. Et puis fin septembre. Alors parce qu'Emmanuel Macron, ce que j'ai oublié de dire, comptait sur une intervention militaire de la CEDEAO et comptait des chefs d'État africains. Et comptait aussi sur peut-être l'aide des autres partenaires européens.
tout le monde va se dissocier de cette intervention militaire. L'Italie, l'Allemagne, les Américains qui refusent cette opération militaire. Tout le monde va se dissocier de cette posture. Il va rester dans cette posture malgré tout jusqu'à la fin septembre. Et puis à la fin septembre, il va finir par jeter l'éponge comme si de rien n'était et comme si rien ne s'était passé. Mais là, ça a été la menace d'intervention militaire sur ce coup d'État. A laissé des traces. Ah oui. Oui, et ça laisse ouais. des traces encore aujourd'hui, parce que la junte à Niamey ne veut plus entendre parler de la France, les Français n'ont plus de visa, tout est bloqué. Je rappelle quand même que dans ces 3 pays, on n'a plus d'ambassadeur de France. Hein. Actuellement, il n'y a aucun plus d'ambassadeur de France, ni au Niger, ni au Burkina, ni au Mali. Mais c'est quand même... Est-ce qu'on est aujourd'hui, un pays, entre guillemets, tristement normalisé? Alors, d'abord, ça dépend des pays, ça dépend des endroits. Mais quand même dans les pays où la France, on peut considérer que la France a encore une certaine influence, la France est quand même très marginalisée. Donc même comme la Côte d'Ivoire ou même comme le Cameroun, si vous prenez l'Afrique. Même le Sénégal. Alors, le Sénégal, ils viennent de changer et donc la France aura un rôle à jouer. Alors là, comme un autre pays européen. Hein. C'est ça. Mais même dans des pays où la France a encore des liens étroits. Sa voix portera beaucoup moins. Dans d'autres pays où là il y a eu des confrontations, donc c'est tous les pays du Sahel. Je pense que c'est terminé. Ça c'est terminé comme c'était avant, quoi. C'est terminé. Tant que, de toute façon, c'est terminé comme c'était avant partout. Partout, oui. Ça, c'est partout. Après, on aura un rôle plus ou moins. La France a encore une image, un rôle symbolique, mais pas déterminant. Donc, il restera la francophonie un peu. Il restera alors, mais bon, dans les pays du Sahel, en tout cas. Tant que les mêmes chefs d'État restent en place de part et d'autre, je pense qu'on ne pourra pas bouger. Là, il faudra des changements pour que ça bouge parce qu'on a été trop loin dans les invectives, dans les menaces, etc. Après, la France a encore des atouts. Bien sûr. Mais ça ne pourra plus se faire comme avant. Et j'aime à dire que ça ne pourra se faire que dans un rapport respectueux. Avec des présidents qui savent ce qu'ils savent. Avec des présidents qui savent ce qu'ils ne savent pas. Avec des présidents